Monsieur Achille Léaumont est installé, il est avec nous. Et le thème pour aujourd'hui, c'est les relations de couple, beaux-parents. Comment gérer la relation avec les beaux-parents. Monsieur Léaumont, bonjour. Bonjour, madame. Alors, c'est un sujet délicat. Très délicat. Parce que c'est vrai qu'il faut des conseils, mais c'est vrai également que les conseils passent souvent par une certaine vérité aux beaux-parents également. Oui, parce que chaque couple est tellement particulier que les conseils, en fait, il faut être en face de la personne, en face du couple pour pouvoir donner des conseils. C'est vrai que très souvent, quand on fait des séminaires dans ce genre-là, on veut des couples. Les gens viennent sur nous, on ne peut pas vous accueillir. On veut que le couple soit là. Mais généralement, même quand on parle de couple, ce sont les femmes qui prennent le devant de ce genre de choses. C'est beaucoup plus les femmes que les hommes? Oui, c'est beaucoup plus les femmes. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous vous mariez, les conjoints, très souvent, ont très peu de problèmes avec les beaux-pères. Par contre, beaucoup de soucis avec les belles-mères. Ah, d'accord. Voilà. Généralement, le beau-père, lui, n'a pas de problème. Non, le beau-père, lui, n'a pas de problème. Et c'est pour ça que quand vous voulez vous marier, il faut toujours passer par la maman. Quand la maman a acquiescé et qu'elle vous a adopté, voilà, c'est le terme bien approprié. Quand elle vous a adopté, c'est elle qui vous conduit vers son mari après. Voilà, c'est pas l'inverse. D'accord. Quand ça arrive chez le mari, c'est que tout est déjà calé, comme on dit chez nous. D'accord. Voilà. Mais il faut toujours passer par la maman. Très bien. Et la maman même pourrait se sentir vexée si on passe par le beau-père. C'est même pas possible. C'est même pas possible de passer par le beau-père. On est contraint de passer par la mère. Parce que la jeune fille, si elle rencontre quelqu'un, elle va déjà dire à sa mère, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis elle va commencer à lui poser un certain nombre de questions. Et c'est à partir de là qu'elle va dire, bon, ça peut être bon, ça peut ne pas être bon. Après, on invite ces quelqu'un-là à venir à la maison. Comme ça, ils font connaissance. Et de plus en plus, elle regarde ses manières et tout. Et puis, à la fin du compte, elle peut dire, c'est bon, c'est pas bon. D'accord. Voilà. Si c'est pas bien, bon, ça n'arrive même pas jusqu'au père. Voilà. D'accord. Elle sert de tamis. Elle sert de tamis. D'accord. Voilà. Elle tamise, elle vous fitte, elle vous regarde, elle regarde. Si c'est bon, si c'est pas bon. Voilà. Très bien. Alors, mais déjà à ce stade-ci, on a l'assentiment de la belle-mère. Oui. Pourquoi il faut toute une stratégie, bien des conseils pour pouvoir gérer, si c'est déjà fait? Pour pouvoir gérer, pourquoi? Parce que vous voyez, une mère qui a enfanté. Qu'est-ce que vous dites, la mère? J'ai mis 9 mois, j'ai porté 9 mois de grossesse, et puis après 9 mois, après toute difficulté, on ne va pas commencer à fatiguer ma fille. Voilà. Il faut que ma fille soit d'excellentes conditions quand elle va se marier. Alors, elle va commencer à être très regardante sur comment on traite sa fille. Voilà. Et c'est là que tous les problèmes commencent. D'accord. Voilà. Que ce soit la fille ou qu'elle ait une fille ou bien un garçon, de toutes les manières. Oui, un garçon, voilà, c'est pareil. Et là, le problème commence, parce que les mamans ont très souvent beaucoup de problèmes pour couper le cordon ombilical. Voilà. Sa fille est mariée, mais elle veut encore le gérer. Et vous savez qu'en Europe, par exemple, on dit le mariage, ce n'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère à avaler. D'accord, mais d'un autre côté, c'est légitime aussi. Comme on dit, c'est exactement ce que vous dites, c'est ce que les femmes pensent. J'ai porté mon enfant de 9 mois, j'ai risqué ma vie pour mettre au monde mon enfant. J'ai souffert, j'ai galéré, et généralement, comme on dit, à 80% au minimum, quand un des parents est défaillant, c'est le père. Oui. Mais il y a un lien très fort entre l'enfant et la mère. Et ça se constate même, ça se constate. La mère a comme un boulet avec l'enfant. Donc il y a une relation très forte qui s'installe. Même quand on regarde dans la vie de tous les jours, moi j'ai remarqué, quand vous voyez une poule traverser, je ne vois pas un coq traverser avec le poussin. Non, jamais. Justement, donc même la nature nous le dit. Voilà. Et puis c'est touchant de voir il y a un danger, la poule ouvre ses ailes et les poussins entrent. Voilà, c'est comme ça. Et puis elle est là, et puis quand la voiture arrive, elle s'arrête là pour laisser passer sa progéniture. Voilà. Et donc on réalise que c'est fort, c'est même dans le règne animal. Donc il y a un instinct, il y a une complicité extrême entre la mère et puis les enfants. Oui, et à ce niveau-là, nous avons deux confusions. Nous confondons deux choses au niveau de l'amour. L'amour conjugal et l'amour parental. Alors, les parents qui s'en vont, les enfants plutôt qui s'en vont, c'est mariés. Ils vont vivre un amour totalement conjugal. Mais les parents qui sont là ont encore toujours ces liens-là sur eux pour dire, et nous aussi, nous avons un amour parental que nous devons exercer sur les enfants. Ce qui est normal. En ce temps, ce qui est normal, mais quand on fait cela, on minimise les enfants, on ne les rend pas adultes. Oui, mais d'un autre côté, j'aurais presque dit
Pourquoi se battre, tomber enceinte, mettre au monde l'enfant, risquer toute sa vie, engager toute sa vie, toutes ses sources de revenus, tout son objectif? Quand on voit un parent dans la rue qui a des problèmes, c'est parce qu'il doit nourrir sa famille. Mais toute une vie, c'est un processus qu'on engage. Et puis, c'est comme une étape de franchie lorsque l'enfant se marie. Mais à ce moment-là, on ne se dit pas que bon, ça y est, il roule, c'est bon. On se dit qu'il est dans un autre cycle de sa vie où on doit également intervenir. C'est pas comme s'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on le lâche. Et puis bon, ben c'est bon, il est casé ou bien elle est casée, bon, elle mène sa vie. Au contraire, c'est une autre étape qui s'ouvre. Oui, cette étape s'ouvre, mais il ne faut pas, on dit, sentir quelque chose, vous quittez, vous partez. Il faut chercher tout d'abord à remplacer cette chose. Voilà. Si vous ne voulez pas que le vide s'installe, il faut chercher à remplacer. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a une seule fille unique, qui s'en va. Du coup, ça fait mal au cœur à la femme, à la mère. Mais aussi, quelque part, si vous avez fait un enfant, qui vous reste sous les bras toute la vie, qui ne se marie pas, on se pose des questions, on a des préjugés, et ainsi de suite. Donc, quand un enfant s'en va, c'est déjà un bonheur que ta fille aille se marier. Et ce bonheur doit être partagé. Il faut laisser après les enfants, s'ils ont des soucis, venir à vous. Voilà. Mais il y a des gens qui veulent prendre les devants pour dire, bon, par exemple, la belle-mère peut venir chez sa bru et puis voir comment elle élève les enfants, comment elle tient son foyer, comment elle fait la nourriture, ainsi de suite. Des choses qu'elle dit, moi je sais mieux faire que toi. D'accord. Mais chaque couple a une identité à part. Mais est-ce que le monsieur qui se marie, donc le fils de la dame, est-ce que inconsciemment on appelle ça le complexe d'Oedipe? Est-ce qu'il ne recherche pas en son épouse la caricature de sa mère? Les plats qu'il est habitué à manger qui ont bercé son enfance, est-ce qu'il n'a pas besoin de les retrouver? La mère est peut-être une femme ordonnée et peut-être une femme ordonnée, et puis son épouse est peut-être désordonnée. Donc la présence de la mère, de la belle-mère, peut aider sa femme à mieux s'organiser. Vous savez, les jeunes filles qui viennent se marier sont toujours le miroir de leur mère. Et c'est pour ça que la maman tient à l'éducation de la jeune fille. Elle tient particulièrement à ce que sa fille sache cuisiner. Il ne faut pas aller te marier et puis tu ne sais pas cuisiner. Qu'est-ce qu'on va faire d'une femme qui ne sait pas cuisiner? La première chose qu'on regarde chez une femme, c'est comment elle sait cuisiner. À ce niveau-là, laissez-moi vous dire que le monsieur peut être amoureux d'une très belle femme qui a une très belle plastique. Par exemple, qu'il a rencontré dans le cadre de son boulot, il est cadre dans une entreprise, et il a rencontré celle-là qui veut se marier également, et puis il l'emmène chez la mère. Et il se trouve qu'elle n'en a rien à faire de la cuisine, elle est cadre, elle a des ambitions, et puis elle estime qu'on prendra du personnel pour préparer. Mais le monsieur, il est amoureux de cette femme-là. Oui, je dirais même qu'il est amoureux, pas de la femme, mais de la forme physique de la femme. Justement. Il va être amoureux de la forme physique. Mais attention, si la forme physique change, si la forme vient à changer, qu'est-ce que vous faites? Elle peut ne pas changer cette forme physique. Ah non, toutes les femmes, dès qu'elles prennent 1, 2, 3 grossesses, on sait qu'elles changent. Elle n'est pas obligée de tomber enceinte. On a vu également ce genre de cas où elle est on va dire, depuis que vous êtes marié, ne consommez pas le mariage. Justement. Ne faites pas d'enfants. C'est les railleries, vous connaissez. Voilà, et qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit toujours aux jeunes gens, vous êtes pressés d'avoir le diplôme. D'accord, mais sachez que les problèmes viennent juste après le diplôme. Parce que dès que tu as le diplôme, on va te dire il faut trouver du travail. Tu as le travail, il faut te trouver, il faut te marier. Tu es marié, il faut avoir un enfant. Tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment il faut faire? On va t'envoyer chez tous les féticheurs possibles. Voilà, on va t'envoyer chez tous les médecins. C'est essayer insémination in vitro et ainsi de suite pour que vous ayez un enfant. C'est un souci permanent. Donc il faut que les couples aient des enfants. C'est l'enfant qui vient symboliser l'union. Parce que si vous prenez les équipes bibliques, on est la gloire en haut. Et la paix sur la terre. Voilà. Gloire aux cieux et la paix sur la terre. C'est l'enfant donc qui apporte la paix à la famille. Mais des fois également, vous avez des couples, parce que dès qu'on a enfant égale, c'est la réalité, égale l'argent, responsabilité, modification du programme, et puis, comment on appelle ça, des privations. Ça va avec également. Donc d'un autre côté aussi, il y a des personnes qui se disent on va prendre le temps qu'il faut, mais on a besoin d'être deux, de se retrouver. Toute la vie, on a été sous le joug du père et de la mère. On passe à une autre étape, on est sous couvert du mari. Mais à ce moment-là encore, on ne se retourne même pas que voilà qu'il y a des enfants. C'est une responsabilité. Il y a des enfants. Donc, chez nous, vous savez qu'on a les enfants, mais on va se marier. Hein. Oui.
Oui. Non, mais c'est pour dire qu'à la limite, l'intervention de la belle famille peut rectifier certaines choses. Ça peut rectifier certaines choses, mais je dis que la belle famille doit laisser toujours les enfants aller vers elle. Voilà, si on a besoin de vous, on viendra. Parce que quand vous vous mariez, regardez, on prend des témoins, on prend des parents et tout ça. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. C'est quand ceux-là n'ont pas pu régler le problème qu'on arrive en dernier recours aux parents. Là, le beau-père, la belle famille peut intervenir. Et je dirais toujours aux jeunes gens d'aller vers leur belle-mère, par exemple. Voilà, aller vers la belle-mère, par exemple, pour demander des conseils. Si vous allez vers votre belle-maman pour demander des conseils, elle se sent valorisée. À ce moment-là, elle va dire, ok, mon fils ou bien ma fille, assieds-toi, je vais te donner des conseils utiles pour ton couple. Voilà. Ne les laissez pas venir s'imprimer dans votre couple en premier lieu. C'est à vous de partir. Il y a des gens qui sont mariés, 1 mois, 2 mois, ils n'ont pas encore rendu visite à leurs beaux-parents. Vous voyez, ça, c'est pas intéressant. Alors, les beaux-parents commencent à mijoter, à se dire, c'est quoi ce couple qui est marié et qu'on ne voit plus. Voyez? Donc, comme elles ont du mal à couper le cordon ombilical, il ne faut pas laisser ce mal-là se pérenniser. Il faut toujours aller vers les beaux-parents. Parce que quand les beaux-parents vous ont adopté, madame, vous êtes tranquille pour la vie. Voilà. D'accord. Maintenant, si la belle-mère souhaite s'installer un peu à la maison, pour voir un peu au quotidien comment ça se passe et puis comment rectifier certaines choses. Pas plus de 2 jours. Pourquoi? Parce qu'elle va commencer à remarquer des choses. Vous savez, moi je vis avec vous. Hein? Tous les deux, on est tous deux amoureux. Moi, je vous marche sur les pieds. Et puis je dis, ah, excuse-moi chérie. C'est fini, ça s'arrête là. Si un témoin est là, soit la belle-mère, ou bien même un membre de la famille est là, oh celui-là, sa femme lui marche sur les pieds tous les jours, il dit rien, c'est un mouton. C'est un mouton, c'est sa femme qui le commande. Les gens qui vont entendre cela n'ont pas la vraie version des faits. Et ils vont dire, non, moi j'ai fait mon enfant, surtout la belle-mère, j'ai fait mon enfant, il l'a porté pendant 9 mois, on ne peut pas lui marcher dessus. Il faut que j'aille lui dire 2 mots. Et elle va se déporter chez vous. Pour dire, il paraît que chez vous aussi c'est comme ceci, c'est comme ça. Moi je ne veux pas de ça. Elle n'attend pas votre réponse. Je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela. Je veux qu'il soit comme ça. Donc vous allez lui laisser diriger. Donc il faut faire très attention aux gens qu'on prend chez nous à domicile, surtout les parents. Et je dis au couple, tant que vous n'avez pas fait 2 ans, vous n'avez pas consolidé votre mariage, vous n'êtes pas bien marié encore, parce que le mariage, il y a 2 sortes de mariage. Il y a ceux qui sont mal mariés, ceux qui sont bien mariés. Ça veut dire quoi mal marié? Ben, mal marié, c'est que tu as vu une fille, la forme et tout, ça te plaît, tu t'en vas, tu l'amènes dans la mairie, tu la maries. Non, au-delà de la forme physique, il y a aussi la qualité, ce qu'il y a là dans la tête. Tout à fait. Voilà, il y a la valeur intrinsèque de la personne qu'il faut étudier. Ben, beaucoup arrivent au... Il y a beaucoup de femmes qui font semblant aussi. Beaucoup, oui. Mais quand vous faites semblant, c'est pour ça que nous avons créé le développement personnel, pour dire que la personne ne fait que semblant. Beaucoup de gens viennent me voir pour dire, est-ce que je peux me marier ce monsieur? La personne fait venir, la dame fait venir le monsieur? Oui, la dernière fois, il y a une dame qui a dit, tant que le monsieur n'est pas là, moi je ne parle pas. Alors, elle allait amener le monsieur, et puis on s'est assis. J'ai dit, mais vous êtes mal marié? Oui, devant les deux, vous êtes mal marié parce que. Donc, si vous voulez que les choses s'arrangent, il faut que je vous prenne en charge et qu'on fasse ceci, cela. On a commencé le processus parce qu'ils sont au bord du divorce. Alors, ils ont 3 enfants. Moi, je n'aide pas les gens à divorcer. Je les aide à se marier et à bien se marier. Et bien se marier, c'est que beaucoup de personnes disent on prépare le mariage. Mais en fait, ils ne préparent rien. Ils préparent matériellement le mariage. Mais même spirituellement, quand on vous dit je vais préparer le mariage spirituel, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Mariez-vous, soyez heureux, soyez ceci. Mais non, moi, je vais présenter au monsieur les qualités et les défauts de madame. Je vais présenter à madame les qualités et les défauts de monsieur. Est-ce que ce monsieur-là, tous ces défauts, madame, vous intéressent? Oui, ok, on va commencer à faire en sorte que vous deux, vous soyez compatibles. Parce qu'on divorce très souvent par incompatibilité d'humeur. Mais d'un autre côté, les gens changent avec le temps. Vous avez par exemple la dame ou bien le monsieur peut dire, quand je l'ai rencontrée, elle était comme si elle était parfaite. Mais au fil des années, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle s'est mise à changer, peut-être qu'elle a eu du boulot, elle a rencontré d'autres personnes, elle est devenue arrogante, elle ne s'occupe plus bien de la maison. À l'inverse aussi, il y a des hommes, quand on les rencontre, ils ne travaillent pas.
Et puis elles font pieds et mains jusqu'à ce que le monsieur travaille. Dès qu'il travaille, tout une autre personne. Tout à fait. Et puis il s'en va. Donc on a l'impression qu'au moment T, ce qui est valable ne l'est pas forcément dans le futur. Dans le futur, mais vous savez que les femmes peuvent changer. Mais changer un homme, c'est difficile, madame. Et puis ne demandez jamais à votre conjoint de changer. Mais on ne peut pas trouver l'homme parfait. Alors quand on voit un homme, et puis la caricature est convenable, on se dit, bon, avec le temps, chacun va chercher à s'améliorer. Justement, il faut marier celui qui te convient. Pas celui que tu aimes forcément. Mais il faudrait qu'il y ait une attirance physique. Parce que celui qui me convient, s'il me déplaît physiquement également, no way. Mais vous cherchez un autre. Pourquoi les gens veulent forcément, dès la première relation, s'accaparer de la personne? Vous, surtout les femmes, quand vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous grossissez ses qualités. Voilà. Mais vous mettez une loupe même sur ses qualités. Et l'homme ne fait pas la même chose? Ah non. Non, regarde, moi j'ai dit, si une femme te plaît, jeune homme, il faut regarder, prends, regarde tout ce qu'elle peut t'apporter. Voilà, elle peut t'apporter en plus. D'accord. Mais regarde maintenant, quels sont les problèmes qu'elle peut t'apporter? Si tu as lissé tous les problèmes. C'est un mariage d'intérêt? Ah non, mon intérêt n'est pas que de prendre une femme qui va venir me fatiguer. Mais une femme qui va me permettre d'épanouir, il y en a. Mais c'est avec le temps qu'on verra si elle permet d'épanouir ou de non, on peut savoir avant. Avant? On peut savoir maintenant, avant. On peut savoir avant. Vous venez, on fait les études, on regarde. C'est pour ça que. Mais est-ce que vous pensez que quand deux personnes sont amoureuses, est-ce que vous pensez qu'on peut freiner cela? Par exemple, la fille qui veut se marier, comme on dit, le maître du mari est cher. Et en plus, il y a les statistiques qui disent qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc la probabilité pour que toutes les femmes soient mariées est difficile. Mais est-ce que toutes les femmes sont obligées de se marier? Mais pourquoi pas? Toutes les femmes sont obligées de se marier. Depuis qu'on est petit, on peut vivre très heureux sans se marier. Mais on poursuit des objectifs. Dans les objectifs, on te demande d'avoir un boulot stable. On te demande de te trouver un mari. On te demande de faire des enfants. On te demande d'avoir un niveau de vie intéressant. Quand on dit j'ai réussi, la réussite passe par le mariage, par la vie sociale, passe également par le matériel. Donc, ce sont des objectifs à atteindre. Quand la personne est frustrée, c'est qu'il y a un de ces éléments qui n'a pas été accompli. Oui, il y a certains objectifs, quand on veut les atteindre, moi je leur dis toujours, vous avez cité beaucoup d'objectifs. Les objectifs, quand on veut les atteindre, il y a une question à se poser. Si l'objectif est atteint, à qui nuirait-il? Est-ce qu'on se pose cette question? À qui nuirait l'objectif? À qui nuirait-il? L'objectif est atteint, mais ça me nuit à moi. Vous, votre mari, vous êtes tranquille chez vous, on est tranquille, on vit bien, paisible, tous les soirs, on se voit et tout. Et puis, objectif de monsieur, je veux être maire quelque part de chez moi. Et puis, on fait des pieds de main et monsieur est maire. L'objectif est atteint. À qui ça nuit? Madame ne le voit plus. Les enfants ne le voient plus. Alors, un objectif atteint, mais ça crée des soucis à madame et aux enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux que il vaut mieux qu'il ne soit pas atteint. Voilà. On laisse tomber. Celui du mariage. Oui, il y a des, mais vous savez qu'il y a des gens qui sont mariés et puis le mari ou la femme les a exécutés. Oui, ouais, là vous faites des cas extrêmes. Oui, il y a des cas extrêmes. Il y a des gens qui se marient. Il y a des gens qui sont mariés, ils deviennent un couple présidentiel. Ils sont mariés et puis la vie devient invivable pour eux. Ou bien ils deviennent un couple présidentiel aussi. Oui, on peut avoir un couple présidentiel. Il y a du tout. C'est pour ça que je vous dis, il faut, quand vous faites une sauce, vous mettez des ingrédients un par un, il y a des ingrédients. Moi, je dis, je n'aime pas le piment. Vous ne mettez pas de piment là-dedans. Alors, il faut étudier le couple pour voir ce que un aime et que l'autre n'aime pas. Ainsi de suite. Et après, les rapprocher et leur parler, et leur dire, voilà comment... C'est-à-dire, il faut se présenter à la dame tout entier. Il ne faut pas cacher certaines choses. Moi, si vous venez me voir, je vais vous dire, voilà comment votre mari, voilà comment il est. Votre femme, voilà comment elle est. Voilà comment il faut faire aussi pour qu'il y ait l'harmonie entre vous. Le maître mot dans nos couples, c'est l'harmonie. Mettons de l'harmonie. Est-ce que quand je suis avec cette personne, si je m'épanouis, j'évolue? Ou alors, depuis que nous sommes ensemble, on régresse. Il y a des mariages qu'on fait 6 mois après, on a divorcé, parce qu'on a fait un mauvais choix. Mais vous avez fait combien d'années pour comprendre après le mariage que vous avez fait un mauvais choix? Voilà, il faut comprendre avant que ce sera un mauvais choix. Voilà. D'accord, donc il vaut mieux être seul dans ces conditions-là. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme les Blancs disent. Tout à fait. Voilà, à ce moment-là, il vaut mieux être seul. D'accord. Donc je dis toujours, pour les beaux-parents, allez vers eux. Plus ils vous voient, plus ils sont en train de vous donner des conseils et vous échappez à beaucoup de choses. Ne laissez pas 1 mois, 2 mois, 3 mois.
vous ne rendez pas visite aux beaux-parents. Et ils sont très sensibles pendant les fêtes, les périodes des fêtes, il faut rendre visite aux beaux-parents. Le 1er janvier, tu arrives avec ton poulet, tu es béni déjà. Vous voyez? Et c'est comme ça. Alors, il ne faut pas marier la fille de quelqu'un et puis après, tu lui rends plus visite. Ils ont besoin d'une petite visite selon. Ils n'ont pas besoin que tu viennes bien donner des millions, mais une petite visite. Mais de la considération. Mais alors, par exemple, la belle-mère. Est-ce qu'une femme peut dire à sa belle-mère certaines choses? Parce qu'on favorise le fait de se confier à la belle-mère, de demander des conseils. Si par exemple, ça peut être un problème conjugal, est-ce qu'on peut en parler à sa belle-mère? Ou bien ça peut être un problème d'appréciation de certaines choses qu'il ne fait pas à la maison. Est-ce qu'on peut se permettre de critiquer son mari auprès de sa belle-mère? Il faut toujours protéger son couple. On n'a pas le droit de critiquer son mari devant qui que ce soit. Si j'ai des critiques, si j'ai des critiques à te faire, je t'ai dit. Je ne vais pas dire à la limite, je peux écrire. Non, en dehors des deux, on ne peut pas intervenir une troisième personne à qui parler. Non, le problème à l'intérieur, il faut le régler à l'intérieur. Là où il y a le problème, il y a toujours la solution. Donc vous parlez. Voilà. Vous vous invitez dans un petit restaurant, vous mangez et vous parlez. Tu as fait telle chose tel jour, par exemple, tu m'as envoyé un SMS, ça ne m'a pas plu. On dit et puis on en discute, on sort du restaurant, tout est à plat. Il y a des frustrations que vous avez, des insatisfactions que vous avez, ce n'est pas la peine d'aller dévoiler ça à qui que ce soit. Voilà. Dites vos frustrations là, dans la maison, où vous êtes. Voilà. À la limite, à un témoin. Mais un témoin qui peut vous apporter quelque chose. Voilà, des témoins, vous allez rencontrer toute votre vie, mais ils ne vous apportent rien. Ce n'est pas la peine. Un témoin qui peut vous apporter quelque chose dans ce que vous venez lui demander. Voilà. Donc, les frustrations, tout ce qu'il y a, ce n'est pas la peine d'aller demander conseil ou tous. Voilà. Protégez toujours votre couple et prenez toujours parti pour votre couple. Très bien. Voilà. Et votre conclusion? C'est votre conclusion? C'est ça, prenez toujours. Ce n'est pas la peine des personnes aussi qui disent bon, il faut faire pression sur ta belle famille pour qu'on ait ceci, pour qu'on ait cela. Non. Ce n'est pas la peine de faire pression. La belle famille et vous devez être vraiment des complices. À partir du moment où il y a cette complicité entre vous, il y a cette harmonie entre vous, tout va de pair. Même si vous avez un problème, c'est eux qui vont venir dire on va arranger ça comme ça. Venez dormir chez nous quelques temps, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est important, c'est intéressant. Très bien. Voilà. Monsieur Gouma, je vous remercie. On vous joint comment? 57 11 69 11. 57 11 69 11. Je vous remercie bien. Merci. Pour tous vos précieux et judicieux conseils. Merci à vous. Merci, à la semaine prochaine.